mission dans quelques instants sur la Lune. Sainte-Eustache, mon fils, Sainte-Eustache. C'est pas idiot. Misez sur le bon cheval. Il y a les chocolats et il y a Lindt. 93. Je mets un gibot, deux gibots, des gibots partout. Et je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud doudou. Je suis sûr de ma forme, je suis bien dans ma peau. Je mets gibot, j'ai pas froid dans le dos. Gibot, on garde la forme. Big Ben, dans la première. Oh, c'est pas idiot. Misez sur le bon cheval. Qu'est-ce que vous ferez demain? Demain, j'ai un rendez-vous important à 11h. Et après-demain? Après-demain, c'est mercredi, j'ai une grosse journée. Qu'est-ce que vous ferez dans un mois? Dans un mois, on a prévu de prendre une semaine de vacances, tous les trois. Et dans un an? Dans un an, j'aimerais bien avoir un autre enfant. Et dans 5 ans? Dans 5 ans... Dans 10 ans? Dans 30 ans? Bah, je sais pas... Le lendemain de cette discussion avec son assureur, Pauline souscrivit auprès de lui un plan épargne-retraite. Le 30 janvier 2018, elle s'arrêta de travailler et profita de son plan épargne-retraite. Elle vit maintenant en Bretagne. Mesdames, messieurs, attention les yeux et plutôt deux fois qu'une. Du livre, du sport, du cinéma, de la bouffe, de la gaieté, je dis bien de la gaieté, mais aussi du théâtre, du fait divers, de la mode, de la musique, de l'animal sauvage. C'est la panique sur le 16. Pas de panique sur le 16 avec Christophe de Chavannes. Rediffusion le soir à minuit sur la 1. Bonsoir. Qui oserait aujourd'hui soutenir que des hommes comme Jacques Chirac, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon sont des hommes trop vieux, finis? Et voilà pourtant ce qui se passe aujourd'hui en France sur le marché du travail. Si j'étais cadre dans une entreprise et que j'avais été licencié et que maintenant je cherchais du travail, aucun employeur ne lirait mon curriculum vitae parce qu'il y aurait écrit en haut, et oui, 54 ans. Je serai exclu du marché du travail, comme sont exclus tous les plaignants qui se trouvent aujourd'hui, ce soir, autour de moi et qui ont en commun d'être quinquagénaires et d'être chômeurs. Alors ce soir, en liaison avec notre confrère, le Nouvel Observateur, qui publie un dossier passionnant sur ce sujet, nous n'allons pas traiter l'ensemble du problème du chômage en France, non, mais spécifiquement
ce problème de ces nouveaux exclus, ces nouveaux parias de la société que sont les chômeurs de plus de 50 ans. Nous ne prétendrons pas trouver la solution, mais voir très concrètement ce que l'on peut faire. Et tout de suite, je vous propose de regarder un témoignage recueilli par Jean-Marie Pertuis et Richard Michel, qui avec moi ont préparé cette émission. Le témoignage, je dirais, du chômeur type de 50 ans, Monsieur Guy Cuomo. Rendez-vous compte, depuis ces 4 dernières années, j'ai travaillé seulement 8 mois. Et si je vous ai demandé de venir en ce lieu, Monsieur Michel, Monsieur Pertuis, dans cette usine désaffectée, c'est parce qu'ici, il y avait des ouvriers qui travaillaient, des machines qui tournaient. Ils étaient tous heureux et maintenant, plus rien. La détresse. C'est un endroit pourri. De morts, comme moi. Je regrette de ne pas vous recevoir chez moi parce que ma femme et mes enfants ont honte. Ils ont honte du chômage, honte de moi-même. Monsieur Cuomo, aujourd'hui, vous vivez avec combien par mois? Avec 3 360 francs par mois. 2 enfants à charge, de 18 et 20 ans. Monsieur Cuomo, vous mangez tous les jours à votre faim? Notre faim, c'est un grand mot à dire, mais on ne peut pas se payer n'importe quoi à ce prix-là. Votre femme nous a dit que vous n'avez pas mangé de la viande depuis le mois de juillet, c'est vrai ou c'est vrai. Faux? Depuis juillet, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a le loyer, les impôts que je n'ai pas payés. Je dois 3 mois de loyer actuellement. Nous chauffons une seule pièce avec un seul chauffage. Nous n'avons pas les moyens de nous payer. Ah, je peux plus. Attendez, calmez-vous. Nous n'avons pas les moyens de vivre correctement, comme il se doit. Ma vie, non, je peux pas. Décalé. C'est pas facile de nous parler? Non. Pourquoi? Parce que je suis angoissé. Je trouve plus mes mots. Monsieur Cuomo, comment votre femme vit-elle tout ça? Elle réagit d'une façon très difficile. À force de me voir comme ça, inactif, qu'on lui dit ton mari est vieux, ben elle finit par le croire. Et à force de l'entendre dire, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes vieux et fini? Moi-même, je suis perdu à force de l'entendre dire. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il y a des jours où je le crois vraiment, et puis il y a des jours où je saute comme un cabri. Mais quand on se sent rejeté, on n'est plus soi-même. Le travail, c'est un droit. Quand on vous le supprime, c'est une atteinte aux droits de l'homme, à sa dignité. On n'est plus rien. Oh, celui-là, laisse tomber. Hein. Après tout, s'il veut travailler, il peut en trouver du travail. Parce que certains croient qu'il y a du travail. Ceux qui sont bien dans leurs chaussures. Moi, pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme travail? J'aime bien la nature. Les jardins, les parcs, les conciergeries. Je bricole, beaucoup de bricolage. Et ma foi, si on me donne un poste, je peux le faire. Même un poste de responsabilité? Même un poste de responsabilité. Monsieur Cuomo, qu'est-ce que vous pensez de cette société qui condamne des gens de 50 ans comme vous? Une société pourrie, sans avenir et égoïste. Bien des fois j'y ai pensé, mais j'ai pas le courage de me supprimer. J'ai pas le courage, parce que j'ai 2 enfants. Il vaut mieux qu'ils aient un père au chômage et non un père suicidé à la suite d'un chômage. Et c'est pour ça que bien des fois j'ai pensé à la chambre à gaz. C'est-à-dire? De nous supprimer tous. Ce sentiment de détresse et de honte, on le retrouve
omniprésent dans l'énorme courrier que nous avons reçu et les expressions de chambre à gaz et de sida reviennent constamment. Alors, Madame Martin, ce sentiment de honte, vous le vivez directement parce que votre mari, ingénieur, est au chômage et il n'a pas voulu venir. C'est vous qui êtes venu. Oui, c'est tout à fait ça. Il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Il m'a autorisé à venir parce que quand même, je ne suis pas venue sans le lui dire. Mais il m'a dit, je ne veux pas que ce soit moi. Pourquoi? Parce que d'abord, il est trop replié sur lui-même. Et puis, il a l'impression que c'est une déchéance que d'avouer qu'on est un chômeur, puisqu'on est en dehors du coup. Et les autres vous ont exclu, ils vous ont mis à part, ils vous ont mis sur la touche. Et au fil du temps, on n'est plus rien. Madame Chouan, vous étiez cadre, vous étiez employé administratif. Oui, avec une position cadre. Depuis 5 ans, j'ai été licenciée en 82. Depuis 5 ans, je me bats comme tout le monde. De toute façon, c'est le cas de chacun de nous. J'essaie de ne pas avoir honte, mais c'est très dur. J'essaie de ne pas me replier, de ne pas être vraiment en dehors du coup, de rester dans l'actif, mais quelles que soient les tentatives, on s'aperçoit bien que c'est à chaque fois des coups d'épée dans l'eau, on ne veut plus de nous, on ne sert plus à rien, notre matière grise, on la met au placard, qu'est-ce que ça va donner par la suite, qu'est-ce que ça peut donner au niveau des entreprises, on se Dans demande. votre lettre aussi, vous employez l'expression chambre à gaz. Oui, je dis même que oui, c'est ce à quoi j'ai pensé, parce que qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 50 ans, la retraite c'est à 60 ans en principe, peut-être plus. Après tout, la retraite, on ne cherche pas après, c'est pas ce que l'on demande. On ne demande pas à être indemnisé, on demande du travail. On veut retrouver notre identité professionnelle. Madame Laboueb, vous avez le sentiment qu'il n'est plus possible pour vous de retrouver du travail? Non. Et puis, de toute façon, les acidiques n'en proposent pas. Ils nous rayent de la liste des demandeurs d'emploi. Et par ailleurs, ça coûte trop cher. On ne peut pas chercher du travail avec 86 francs par jour. Pensez à un ticket de bus, un ticket de bus, c'est 2 jours de pain. On ne peut pas chercher du travail. Donc vous essayez de survivre en attendant la retraite? Oui. Madame Vaillot, vous avez été licenciée alors que vous aviez des enfants à charge. J'ai été licenciée à l'âge de 47 ans de Creuse-Loire. Alors je cherche bien sûr des emplois qu'on me refuse. On ne me dit pas que je suis trop vieille parce que on reste poli avec moi, mais enfin on me le fait sentir. Et j'ai fait des tas de démarches. La NPE ne m'a jamais proposé aucun stage. Le seul stage qui m'a été proposé, c'est par la municipalité du Creusot, c'est-à-dire un stage PLIF, où on m'offrait 1800 francs par mois, que j'ai refusé, parce que la proposition qu'on m'a faite est inadmissible. Moi, une femme, on m'a proposé un stage de plomberie sanitaire. Alors je regrette, à mon âge, une femme, je ne me vois pas partir avec une salopette, une caisse à outils. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Monsieur Klein, vous avez été licencié, et alors que vous aviez des collègues qui ont été sidérurgistes, qui ont bénéficié d'un plan social d'accompagnement, vous et vos collègues, dans votre PME de métallurgie, vous n'avez rien eu. Voilà. Notre grand tort a donc été d'être métallurgiste et non sidérurgiste. Parce que pour les sidérurgistes, en Lorraine, il n'y a pas de problème. Actuellement, il y a 55 000 sidérurgistes qui ont la pré-retraite, alors qu'il y a à peu près en Lorraine 2500 gens dans notre cas, c'est-à-dire des chômeurs en fin de droit sans protection sociale. Et donc, si vous étiez sidérurgiste aujourd'hui, vous auriez une pré-retraite, une couverture sociale. Une pré-retraite, alors que aujourd'hui, je me retrouve en fin de droit avec 2700 francs par mois. Monsieur Maurice, vous êtes architecte. Je suis architecte et je suis salarié depuis 25 ans, salarié architecte, et actuellement je suis en allocation de fin de droit. En septembre 88, je ne percevrai plus rien, si ce n'est l'allocation de solidarité. Alors c'est pour ça que je suis prêt à offrir 30 000 francs à tout employeur qui voudrait me donner un travail pour une durée minimum d'1 an. Voilà, j'ai préparé mon chèque. Non, moi
je ne suis pas pour. Alors là, moi, je trouve ça offrir de l'argent pour avoir un emploi, alors là, je suis contre. Hein. Justement, Aberrant. on veut nous conduire à cette étape. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Il faut l'avoir, ça. Ah, on ne peut pas. Comment voulez-vous que nous, pauvres petits salariés, pouvons nous permettre une chose semblable? Non, mais on ne peut pas être d'accord avec une telle méthode. C'est immoral, c'est immoral. Le travail, c'est un droit, ça ne doit pas s'acheter a priori. Non, le travail permet de gagner de l'argent, mais on ne doit pas donner de l'argent pour avoir du travail. Moi, ce que je veux, c'est un vrai boulot. C'est pas un petit secours, un petit boulot et tout ça. J'en serais incapable. Enfin, je serais incapable. Et j'ai quand même une formation, j'ai quand même une expérience qui fait que c'est un gâchis pour moi que des gens qui sont formés, qui ont une expérience dans n'importe quel métier, qui ont aussi bien OS que spécialisé, que cadre, que technicien, on les mette au rencard, on les mette à l'écart. Et moi, je voudrais que cette émission serve à quelque chose, à faire prendre conscience qu'il ne doit pas y avoir des fins de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, fin de droit? Ça veut dire qu'on n'a plus droit à vivre. Hein? Cette allocation, ce fin de droit, c'est insultant. C'est insultant. Vous n'avez plus droit. Vous n'avez plus droit à rien. Et ce chèque, pour vous, c'est une bouteille à la mer? Exactement. Exactement. Bah. Ce que prouve, en tout cas, la proposition de M. Maurice, c'est que, véritablement, il y a une barrière et que, je dirais, on est prêt à tout, pour coûte que coûte la franchir. Monsieur Gall. J'ai dissimulé mon âge, et lorsque vous dissimulez votre âge, c'est comme lorsque vous changez de costume, les employeurs vous reçoivent et les employeurs vous font une offre. Et pour cette raison, j'ai même envisagé une opération de chirurgie esthétique pour paraître plus jeune. Je suis allé voir un professeur de chirurgie esthétique qui est prêt à m'opérer pour que je paraisse plus jeune. Monsieur Michel Côté, face à ce mur, cette frontière des 50 ans, vous êtes en quelque sorte un contrebandier. Vous voulez passer coûte que coûte, même en vous grimant. Oui, c'est vrai. Et effectivement, ce n'est pas avec plaisir que j'ai une perruque, des lunettes et des moustaches. Je m'en passerai volontiers. Cependant, j'ai pris la décision il y a peu de temps, devant les non-réponses à mes demandes, de mentir. Alors maintenant, j'écris en mettant 49 ans, en mentant sur ma qualification professionnelle, en allant plus bas. Je ne mets plus directeur commercial, je mets directeur régional de vente. Et depuis quelques mois, j'ai des réponses. J'ai des rendez-vous, j'en ai deux cette semaine, de rendez-vous, et j'espère trouver un poste, bien entendu, pas au même niveau, mais il faut tenir jusqu'à 60 ans, il faut tenir jusqu'à la retraite. Madame de Coman, je vous voyais réagir pendant que Madame Martin évoquait ce sentiment de honte qui écrase son mari. Cette honte, vous la refusez absolument, vous ne la ressentez pas. Pourtant, vous êtes aussi dans une situation dramatique. Totalement. En plus, je suis chef de famille, j'ai 2 enfants en charge. Mon mari est demandeur d'emploi sans indemnité, donc je ne peux pas baisser les bras. Ça m'est absolument impossible. Alors, ce que j'ai fait, bon, c'est envoyer des lettres comme tout le monde, auxquelles on n'a absolument aucune réponse. Et moi, j'ai pris une petite mesure, disons, individuelle. Je me suis promenée dans les rues de Carcassonne, avec un panneau que j'ai fabriqué moi-même dans le dos. J'ai fait la femme sandwich. Sans résultat. Enfin, disons que ça a un peu calmé ma colère. C'est-à-dire que... Voilà, je me suis promenée comme ça, avec ce panneau, qui représente une demande ambulante. Et donc j'ai vu des regards d'indifférence, des regards de compassion, mais aussi peut-être de honte. Mais les gens s'imaginaient que moi, je devais avoir honte. Mais absolument pas. Moi, je ne ressens jamais de honte de ma situation de demandeur d'emploi. On est tous en train de se plaindre, parce qu'on a lieu de se plaindre. Mais on ferait peut-être bien aussi de se vanter. Parce que moi j'ai 57 ans, j'ai travaillé à 16 ans, en 1946. J'ai cotisé depuis 1946. Alors moi, ça me paraît important d'être dit, parce que on est en chômage maintenant. Mais on a travaillé 30, 35 ans, chacun d'entre nous. Alors ça, faudrait aussi qu'on le dise. Faudrait dire qu'en 1946, la France était détruite. Qui c'est qui l'a reconstruit? C'est nous. La croissance, c'est nous. Qui c'est qui a fait 48 heures par semaine, qui avait 15 jours de congés payés, qui a eu peu d'allocations familiales, qui a eu peu d'aide au logement, qui a eu peu de soins médicaux. On ne disait pas que la sécurité sociale était en déficit. L'État tapait dans la caisse.
Ça, on ne l'a encore pas dit. Mais nous, on a des droits. Là, une cotisation, qu'est-ce que c'est? Une cotisation, c'est un droit, un salaire différé. Et nous, on a versé pendant 40 ans de salaire et de droits différés. Que la société actuelle capote parce qu'elle a été mal gérée, parce que le patronat s'en est mis plein les poches, eh bien, tant pis pour eux, mais pas seulement tant pis pour nous. Et je ne suis pas en fin de droit, parce que mes droits vont jusqu'à ma mort. Et maintenant, j'ai le droit de vivre décemment, parce que 86 francs, qu'est-ce que ça veut dire? 86 francs par jour. 86 francs par jour, ça veut dire qu'on ne peut plus changer de lunettes, qu'on ne peut plus aller chez le dentiste. 86 francs par jour, ça veut dire, et ça je m'adresse à Madame Renault, Madame Lynn Renault, les grandes recherches, les grands trucs à prestige de la France. Ça veut dire qu'on ne peut plus soigner une bronchite. 86 francs par jour. Un ticket de bus, ça coûte 2 jours de pain. Concrètement, est-ce que vous avez le sentiment que si vous aviez, disons, 10 ou 15 ans de moins sur le marché du travail, votre situation serait différente, que vous auriez une possibilité, et que si vous ne l'avez plus, c'est bien parce que vous avez 50 ans? Bien sûr, puisque dans la boîte où je vous parle, je suis mécano et je répare du matériel agricole depuis 27 ans. Pendant ces 27 années-là, je n'ai pas eu une seule fois une lettre de réprimande de la part de mon employeur, par contre me disant que j'ai mal effectué mon travail. Or, depuis quelques mois, où la crise économique semble se dessiner au niveau de l'agriculture, j'ai tous les défauts du monde. J'ai été appelé un fainéant, j'ai été appelé un beau parleur, j'ai été appelé un incapable, j'ai été accusé par la direction de mon entreprise, mais clairement me disant « Monsieur Nicolas, mais vous êtes arrivé à tromper la coopérative agricole pendant 27 ans ». Mais moi je me pense, mais il faut être sacrément, il faut avoir beaucoup d'audace pour soutenir une telle thèse. C'est pas mon directeur qui est venu faire mes dépannages pendant 27 ans. Or, aucun client ne m'a jamais envoyé un rapport comme que j'ai effectué mal mon travail. Bref, quand on veut se débarrasser d'un salarié parce qu'on voit qu'il va avoir 50 ans, on lui trouve tous les défauts, il n'est plus... Ah, il n'y a aucun problème. J'ai tous les défauts du monde depuis 2 mois, alors que pendant 27 ans, on ne m'a rien dit. Un constat donc, à travers tous ces témoignages, le chômage, à partir de 50 ans et au-delà, c'est, je dirais, plus que le chômage. Monsieur Alain Guichard, est-ce que vous êtes d'accord pour constater que le problème que nous avons soulevé là, des hommes et des femmes de plus de 50 ans, est un problème spécifique dans celui du chômage? Écoutez, je crois que c'est un problème spécifique à travers un certain nombre de témoignages qui viennent d'être donnés. Cela étant, je crois que c'est un problème général, le chômage, qui touche toutes les catégories d'âge, les plus jeunes, ceux des classes moyennes, 25 ans, 49 ans, mais c'est vrai qu'il y a une particularité pour ceux des plus de 50 ans. J'ai préparé un petit graphique qui montre comment a évolué le chômage des plus de 50 ans depuis septembre 1983. Septembre 1983, on était à 380 000 chômeurs de plus de 50 ans. Nous sommes passés à 587 000 pratiquement en septembre 1987. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, on a eu plus de 200 000 demandeurs d'emploi supplémentaires de plus de 50 ans. Et j'ajoute que les pré-retraités ne sont pas comptés dans cette catégorie. Et que parmi ceux-là, il y en a 150 000 qui ne perçoivent plus rien, qui font partie de ce qu'on appelle les non-indemnisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les 63 francs 28 dont parlait monsieur tout à l'heure. Je dis qu'à ce niveau-là, il y a effectivement des responsabilités particulières qui sont posées. Ce sont les chefs d'entreprise qui, délibérément, ont pris la décision, dans le cadre des plans sociaux, de mettre à la porte les salariés de plus de 50 ans ou de plus de 55 ans. Alors, monsieur Lemoine, vous êtes à la commission sociale du CNPF. Est-ce que, véritablement, pour les employeurs, 50 ans, on ne lit plus le curriculum vitae? C'est un fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est un problème spécifique qui a pris toute son importance maintenant et qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a rappelé que depuis 20 ans environ, on résout tous les problèmes de restriction d'effectifs, en effet, en licenciant d'abord les gens de 50 ans et plus. On a inventé des systèmes, les contrats de solidarité, les garanties de ressources, qui tendaient précisément à mettre sur la touche les gens de plus de 50 ans ou de 55 ans, et qui d'ailleurs conduisaient certaines sociétés à le demander, parce qu'ils étaient très intéressants à l'époque. Puis comme ils étaient trop chers, ils ont été réduits, mais on a laissé dans l'esprit des gens dans ce pays cette impression presque culturelle chez les employeurs et chez les salariés qu'à 50 ans, on est sur la touche. Il faut absolument revenir là-dessus. On ne peut pas continuer éternellement à considérer que la vie des gens, la vie professionnelle des gens s'arrête à 50 ans. À la main, qu'est-ce que, dans tous les pays, il y a cette même réaction, au-delà de 50 ans, votre ticket n'est plus valable?
Non, je crois que la société française, je veux dire la société institutionnelle, celle qui dans notre débat est de ce côté-là de la ligne rouge, a fait deux choix, et il vaut mieux les expliciter puisque nous les avons tous faits. Le premier choix, c'est qu'en réalité, on a préféré mettre les jeunes dans les usines et les gens de plus de 50 ans dehors, parce qu'il y a derrière tout cela une crainte sociale. C'est qu'on craint que les jeunes dans la rue fassent l'émeute et que les vieux ils soient pris par le désespoir. Et il y a cette hypocrisie, nous l'avons tous partagée en réalité. Par peur du désordre, on a préféré pousser les vieux dehors et laisser les jeunes dedans, ou essayer de les faire entrer. Un constat, donc, l'exclusion. C'est-à-dire que, de même que vous avez des propriétaires qui ne le disent pas, mais qui en fait ne veulent pas louer, par exemple, à des Africains, eh bien, vous avez des employeurs français qui ne le disent peut-être pas officiellement, mais qui refusent absolument d'employer des salariés de plus de 50 ans. Et pourtant, ceci est absurde parce que lorsque, par extraordinaire, un employeur engage effectivement un salarié, un chômeur de plus de 50 ans, eh bien, il s'aperçoit qu'il y trouve son compte. Et voyez-vous, Jean-Marie Pertuis et Richard Michel voulaient faire le portrait de M. André Rollet, un chômeur dont la situation nous avait paru à la fois dramatique et tout à fait exemplaire. Alors, ils sont allés le voir et, je dirais, ils sont tombés en plein miracle. Regardez ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui, c'est un jour de fête pour moi. C'est formidable. J'ai enfin retrouvé un emploi. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Et je suis bien content d'arroser ça parce que ça le mérite. Oui, alors, fini, hein, la tristesse, maintenant... Mais enfin, ça n'a pas toujours été... C'est la fête. Évidemment. Voilà. Il y a eu des moments atroces, vraiment pénibles. Monsieur Rollet, vous pensiez pouvoir retrouver à votre âge un emploi? C'est-à-dire que, oui, je pensais, dans le fort intérieur, moi je pensais, mais c'est les autres qui ne le pensaient pas. Merci beaucoup. Tous les jours, je consultais des petites annonces dans les journaux de la région. On me demandait un technicien vendeur. J'ai envoyé mon curriculum vitae, sans penser que j'aurais une réponse favorable, parce que des petites annonces comme ça, j'en ai consulté des tas et des tas. Soit j'avais pas de réponse, soit comme me répondait, ne correspond pas au profil demandé. Et cependant, je savais pertinemment que j'aurais pu faire le travail qui était demandé. À force d'avoir des réponses négatives, j'ai pensé que c'était à cause de mon âge. D'ailleurs, tout mon environnement autour de moi, beaucoup d'amis me disaient, à ton âge, tu ne retrouveras plus jamais rien. Je dis, c'est pas vrai, t'es pas trop vieux. Moi, j'ai le même âge que toi, je me sens jeune. Tu verras, tu t'en trouveras du travail. Y a pas de raison. Parce que moi, je voulais travailler. Ce qui m'importe pour moi, c'est travailler et ne pas rester inactif. Parce que quand on est inactif, on se sent diminué. Diminué vis-à-vis de la société, diminué vis-à-vis de soi-même. Madame Rollet, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que demain matin, votre mari va retrouver finalement un travail? Vous savez, c'est par moments, je me demande, c'est pas vrai. Je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est un conte de fées. Après ces 4 années passées comme ça, c'est vraiment... C'est merveilleux. Hein. Tout était calculé. Et il y a des fois, on se disait comment on va faire le lendemain. Ça a été atroce. Hein. C'est pas possible à raconter parce que nous avons notre dignité. La plupart du temps, nous l'avons cachée aux amis. Une fois, on nous a coupé l'électricité. On ne savait plus comment. On ne pouvait plus se chauffer. On ne pouvait plus s'éclairer. C'était terrible. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de morale. La petite télé, on ne pouvait plus la regarder. Et puis enfin, tout, quoi. Ça fait un tout. Et, le jour où il fallait calculer pour aller avec un petit bidon d'essence pour que mon mari puisse aller voir un emploi, tout ça, vous comprenez, c'était ça de moins pour pouvoir acheter un morceau de viande, ou bien chose qu'on prend qu'une fois par semaine. Alors moi j'estime que ça, le chômage, j'oublierai jamais, jamais. Souvent les difficultés ça rapproche, enfin ça sépare, mais nous ça nous a rapprochés. Et puis je l'ai relancé au vélo, vous voyez, il faisait de la bicyclette dans le temps, alors ça lui a fait du bien, je pense. Ça l'a défoulé. Ça c'est vrai, oui. Heureusement que j'avais cela, parce que quand vraiment j'étais désespéré et que j'avais des idées noires en tête, ben à ce moment-là, moi j'adore le vélo, je prends mon vélo, je vais faire 50, 60, 80 km, je me défonce, pour employer un mot, je me défonce, j'arrive, j'ai oublié tout, ça me vide complètement le cerveau. Et si mon mari n'avait pas son vélo, sa bicyclette, quoi, ben, je crois qu'on aurait fait une bêtise. J'ai bien l'impression.
On n'aurait pas tenu le choc. Il fallait avoir un but quand même. N'est-ce pas, André? André, attends ton casse-croûte. Attends, André, ton casse-croûte. Ah oui, c'est vrai, je vais oublier. Je t'ai mis du pâté, t'as 2 bananes. Bon, au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous présentez votre lunaire. Donc votre rayon commence à partir de ce rayon-ci. Parmi les 30 candidatures que nous avons reçues, nous avons retenu la candidature de M. Rollet pour une raison très simple, c'est que nous pensions qu'il avait de l'expérience et que malgré son âge, c'est 54 ans, qu'on peut souvent croire que c'est un âge qu'on devrait mettre les gens plus ou moins sur la touche. Nous pensons qu'au contraire, pour sécuriser la clientèle, nous avions besoin de quelqu'un comme ça, et aux yeux du CV que cette personne avait, nous pensons qu'il amènera un savoir-faire énorme vis-à-vis de notre clientèle. Il est vrai qu'on aurait pu prendre un jeune pour avoir des exonérations fiscales, mais ce n'est pas toujours un bon calcul, et nous préférons de très loin quelqu'un qui ait d'expérience, et comme on dit chez nous, qui est de la bouteille. Je pense que ce serait un 16 ampères. Dans ce cas-là, voyez-vous, je vous conseillerais ça. Voilà. Vous pensez que ça ira? Ça ira, madame, je suis sûr de moi. Après 4 années d'inaction, on appréhende toujours un peu. Mais enfin, en 4 heures de temps, là, la matinée, j'ai eu quelques clients et tout s'est très bien passé. En quelque sorte, vous êtes fier de cette matinée? Fier, oui. Oui, fier d'avoir su surmonter le handicap d'une inaction de 4 ans. Oui, fier, oui. Et puis je m'aperçois que même à 55 ans, on n'est pas un homme fini. Le licenciement, le refus des plus de 50 ans, c'est une absurdité économique pour les entreprises. Et cela, ça ressort très clairement de ce rapport que M. Maruani, à l'école des mines, vous avez établi sur le manque de qualification dans les entreprises françaises et la perte de compétitivité qui en résulte. Or, je lis dans votre rapport, dans de nombreuses entreprises, on a restructuré en se fondant uniquement sur la date de naissance, sans aucun rapport avec la qualification. Dans certaines, des ouvriers partis en pré-retraite ont dû être rappelés d'urgence pour transmettre leur savoir-faire indispensable à la bonne marche des installations. Du point de vue de la compétitivité des entreprises, licencier les gens de plus de 50 ans parce qu'ils ont plus de 50 ans, c'est une absurdité. Pour pouvoir piloter une machine automatisée, éviter qu'elle s'arrête, traiter les rebuts et les plus petites pannes, il faut à la fois du métier, connaître le produit, ainsi qu'une formation théorique. La formation théorique ne suffit pas, il faut connaître le produit qu'on transforme. Par exemple, une entreprise qui fabrique des composants pour les bâtiments travaux publics avait effectivement licencié, dans un plan assez large, plusieurs dizaines de personnes parce qu'ils avaient plus de 50 ans. Et les machines ne marchaient plus. Les jeunes qu'on croyait qualifiés ne savaient pas faire tourner les machines. Il a fallu rappeler d'urgence, effectivement, des ouvriers qui avaient du métier. Monsieur Lemoine, alors, est-ce que le patronat est conscient d'avoir commis, sur le simple plan économique, de la rentabilité, de la compétitivité des entreprises, une erreur énorme en éliminant systématiquement les plus de 50 ans? Le patronat est tout à fait conscient du problème aujourd'hui, après de nombreuses années où on s'est licencié de façon préférentielle. Il faut le reconnaître, toutes les personnes de 50 ans, 55 ans et plus. On a réalisé qu'on a un peu détruit, pour employer un mot pompeux, la pyramide des âges dans les entreprises, que maintenant il y a beaucoup trop de jeunes par rapport aux personnes d'une certaine expérience, et certaines entreprises sentent qu'il faut engager des gens plus mûrs, de plus de 50 ans. Ce qui me sidère, c'est que, je le répète, je travaille depuis 1946. Et je vous donne mon titre, et j'en suis très fière, OS. Bon, les OS, ça sait rien faire. Ça arrive dans un atelier, on les met, ça travaille automatiquement. Eh bien, en ce moment, vous êtes en train de réinventer le tutorat, parce que c'est les vieilles OS qui avaient les 1001 trucs, qui avaient les 1001 astuces sur les machines. J'ai fini ma carrière dans l'électronique. Je travaillais au contrôle de la qualité. On travaillait sur des statistiques, sur des machines à calculer. Donc, on a su évoluer, nous, les OS. Mais en même temps,
les jeunes qui arrivaient, avec peut-être un bagage scolaire plus important que nous, eh bien nous, on arrivait à faire intervenir un peu moins le service de dépannage. On avait un taux de contrôle qui était plus sûr et qu'on arrivait à transmettre à nos petites collègues. Mais je ne saurais pas vous dire exactement, en termes techniques, exactement ce qui se passait. Mais on savait leur apprendre à travailler. Et en ce moment, vous êtes en train de nous réinventer le tutorat. Mais ça existait dans les entreprises. Ça se fait à l'étranger, ça se fait pas en Le France. tutorat existe déjà pour les contrats de formation en alternance. C'est une chose qui existe. Il faudrait que depuis des années. Concrètement, monsieur Lemoine, où ça se passe? Non, mais ça se passe dans de nombreuses entreprises. Mais ce dont vous parlez, monsieur, c'est de l'élargir. Les organisations syndicales ont toujours dit, en particulier la CGT, qu'effectivement, il valait mieux que les gens soient mis en pré-retraite plutôt que d'être licenciés. Mais nous avons toujours demandé qu'il y ait des jeunes qui soient embauchés à la place de ceux qui partaient en pré-retraite et avec une période de tutorat, justement, pour permettre... J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le rapport de M. Barrican et de M. Marouliani, parce que je crois que c'est une des grandes questions qui nous est posée. Comment le savoir-faire va être transmis dans notre pays? Si nous continuons comme ça, nous allons voir sur un certain nombre de métiers où nous ne serons plus en capacité de rien produire dans ce pays. Moi, je voudrais savoir vraiment pourquoi les employeurs ne veulent plus des personnes de 50 ans. Parce qu'on dit ils n'en veulent plus, mais je suis un peu cartésien, je voudrais savoir pourquoi. Pour quelles raisons? Voulez-vous que je vous dise? À mon avis, c'est y raisonner. C'est bien, c'est d'ailleurs la chance du problème, si je puis dire. S'il y avait des raisons valables, ça serait un problème inextricable, dans la mesure où c'est une sorte d'habitude culturelle qui a été prise dans ce pays depuis 20 ans, ça peut peut-être se combattre. Alain Minc. Je crois que nous sommes en train de faire de l'angélisme tous ici, et je voudrais dire comment ça se passe quand on fait un licenciement qui concerne des gens de plus de 50 ans. Et puisque M. Lemoine a mis ça sur les comportements irraisonnés, je vais assumer le rôle de l'industriel et vous dire comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont les complicités qui se passent? Le chef d'entreprise s'aperçoit que, pour des raisons de productivité, il a besoin de réduire son effectif. Disons de 150 personnes sur 800. Il commence à préparer un plan. Dans les entreprises où il y a un comité d'entreprise, il en discute avec les syndicats, bien évidemment. Et quel est le consensus implicite qui se fait entre le patronat et les syndicats? C'est en réalité d'appliquer la pyramide des âges. Mais ne disons pas que ça nous tombe du ciel, que personne ne l'a vu. Nous sommes dans la gestion quotidienne, dans les comités d'entreprise, tous en réalité, vous comme nous, complices d'un acte que nous faisons de manière délibérée et non dite, c'est de faire jouer la pyramide de l'âge. Monsieur Aglietta, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Oui, alors, je crois qu'effectivement, il y a là un conservatisme social qui est assez caractéristique de la société française, parce qu'on constate après tout que des pays proches de nous, qui ont les mêmes difficultés économiques générales, que ce soit la Suède, que ce soit l'Autriche, que ce soit aussi l'Allemagne, ont à la fois moins de chômage, une durée du chômage plus faible et un chômage moins discriminé à l'égard des gens qui ont plus d'expérience. Alors, qu'est-ce qui est en cause, finalement? Le licenciement a été la méthode à tout faire. C'est-à-dire qu'on ne licencie pas seulement en France parce qu'il y a des problèmes de coût du travail. On licencie parce qu'on s'est trompé dans la prévision d'un marché. On va licencier parce qu'on a été en retard dans la mise en place d'une technique. On va licencier même parce que les taux d'intérêt augmentent et qu'on a des difficultés financières. C'est-à-dire que le rejet sur le marché du travail des difficultés de l'entreprise apparaît comme la méthode généralisée et quasiment unique. Concrètement, qu'est-ce qu'on Alors concrètement, change? il y a plusieurs choses qu'on peut penser faire. On établit au niveau de l'entreprise des contrats de partage du profit ou des contrats du partage de la productivité, dans lequel on a une partie fixe de la rémunération, du salaire, et une partie variable. On a un salaire fixe et une prime. On a un bonus. Un salaire fixe et une prime, et on joue sur la prime pour éviter des licenciements. Attention, la conséquence la contrepartie de ça, ce sont des engagements des entreprises à maintenir l'emploi. Quattro de Black & Decker, la perceuse puissance 4. 1. Elle percute en force. 2. Quattro perce progressivement. 3. Elle programme sa puissance. 4. Quattro visse et dévisse avec précision. Black & Decker, la force en main. C'est la guerre économique. Chaque jour, dans plus de 50 pays, les hommes Alstom se battent pour gagner des contrats. Ils
se battent sur les prix, ils se battent sur les délais, ils se battent pour faire triompher la technologie Alstom, celle du TGV, celle des grands paquebots, celle des centrales électriques géantes. Alstom, des victoires françaises partout dans le monde. Le petit Marseillais est le petit savon qui prend du plaisir à vous faire une beauté. En Floride, même le pamplemousse sont roses. En tant que président de Matra, je veux vous dire ma foi, ma confiance dans l'avenir de notre société au moment de sa privatisation. C'est parce que Matra est une entreprise jeune, moderne, intelligente, dynamique, performante, ouverte sur le monde de la haute technologie. Alors, comme moi, ayez confiance, devenez actionnaire de Matra. Offre publique de vente des actions Matra. Prix de l'action, 110 francs. Ouais, c'est Billy, et voici la famille. Depuis un certain temps, c'est plus ça, mais ils vont réagir, c'est sûr. Il faut réagir. Faites le plein de vitamines avec une cure de Supradine. Bien. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour retrouver votre énergie. Supradine est un médicament, consultez la notice. Je vous l'avais bien dit. Ainsi qu'Armel est persuadé que vous êtes le meurtrier de Valberg. Soupçon. On ne peut jamais être la deuxième personne. Surprise. Coup de foudre. Il m'arrive sans arrêt des choses, mais totalement démentes. Et maintenant, je me retrouve là-haut. Fou rire. Tu es inculpé. Drame. J'attends. Toutes les émotions sur les grands écrans de TF1 et sur la Une. Que les partenaires sociaux, les syndicats, seraient d'accord pour recommander une diminution des salaires et des profits, bien sûr, à un moment donné pour éviter des licenciements. Monsieur Guichard, Monsieur Fecht, vous le recommanderiez? On a fait une expérience en France, en Vendée. Et ça a duré 2 ans. Et ensuite, l'entreprise a fait faillite. L'entreprise n'a tenu aucun engagement. Vous comprenez, ça ne va pas. C'est une invention qui ne colle pas, qu'on ne peut pas accepter en tant que syndicat. Quand les salariés ont accepté de diminuer leur salaire pour dire on va maintenir l'emploi, et bien au bout d'un certain temps, les entreprises ferment et tout le monde se trouve au chômage. Et avec la seule chose, c'est qu'ils ont des indemnités plus faibles parce qu'il y a des salaires plus faibles en déclissement. Bon, alors là-dessus, vous seriez d'accord, Madame Main? Je pense que nos deux interlocuteurs prennent un exemple qui est tout à fait erroné, qui est celui d'une entreprise moribonde et qui essaye d'inventer une technique de dernière minute pour se sauver. Oui, il n'y a pas que des entreprises moribondes, monsieur Main, qui ont fait ça. Attendez, la question que je ne pose pas pour l'instant à des responsables syndicaux, mais je voudrais poser à nos interlocuteurs, c'est de savoir si, rétrospectivement, ils auraient préféré, prenons quelqu'un qui avait parmi vous une rémunération de 6 000 francs, par exemple. Est-ce que vous auriez préféré avoir le SMIC comme base et que le reste soit lié au résultat de l'entreprise? Est-ce que c'est une idée que vous acceptez? Moi, j'aurais accepté volontiers dans la mesure où tout le monde, y compris les cadres, qui, dans mon cas, ont participé amplement à la difficulté de l'entreprise. C'est comme dans une famille. Si vous avez des parents qui dépensent à tout bout de champ, qui demandent la rigueur aux enfants, c'est pas possible. Moi, j'aurais accepté si ça avait été sur l'ensemble du personnel. Les cadres et les actionnaires et les propriétaires, tout le monde. Je connais une entreprise, c'est l'entreprise qui m'a licencié. Elle a proposé, après mon licenciement, de supprimer le 13e mois, c'est-à-dire de donner, que les employés donnent leur 13e mois pour éviter un autre licenciement. Tous les employés ont accepté. Moralité, le mois de mars qui a suivi, il y a eu 100 licenciements supplémentaires. Et voilà. Alors maintenant, il faudrait aussi parler de l'État et de la puissance publique. Parce que, savez-vous, qu'il est totalement interdit d'inclure dans une convention quelconque des discriminations en fonction de la race, en fonction du sexe, en fonction de la religion, mais que l'État, dans toute l'administration, dans toutes les sociétés nationales, inscrit de telles clauses discriminatoires. Savez-vous que dans la fonction publique, on n'engage plus après 45 ans? C'est écrit que pour les inspecteurs des PTT, des impôts, la limite d'âge est de 30 ans,
qu'à la SNCF, à la RATP, c'est 35 ans, et qu'à l'EDF, c'est 40 ans. C'est-à-dire que tous les emplois qui se créent dans cet immense secteur, eh bien, c'est pas pour vous. En aucun cas, vous tous, vous n'y aurez droit. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tolérable? À l'heure actuelle, dans la fonction publique, il y a un certain nombre de concours, il y a 0 postes qui sont offerts au concours compte tenu des restrictions budgétaires. Oui, la SNCF, la SNCF supprime 10 000 emplois chaque année, monsieur de Closette. Mais ils embauchent concrètement des gens tous les ans. Est-ce que vous trouvez tous ici normal que vous ne puissiez pas vous présenter à l'EDF, à la SNCF, en disant s'il y a un emploi, peut-être qu'on peut l'occuper? Trouvez-vous ça normal? Là, on est en train de faire une opposition entre salariés d'un côté et salariés de l'autre. Il est bien évident que là... effectivement des responsabilités dans l'extension du chômage, on sait où elles sont. C'est d'une part, effectivement, le patronat qui se refuse à mener une véritable politique dans ce pays d'investissement. Mais vous êtes pour ou contre la suppression de ces clauses? C'est simple, vous répondez. Vous répondez. Je peux même vous répondre oui, ça va changer quoi? Ça va vous changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Dites-moi concrètement ce que ça va changer. Monsieur, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Monsieur, je suis ancien gouverneur, en prendront acte. Je voudrais reprendre Moi, je ne comprends pas votre attitude. Si vous êtes d'accord, enfin, si vous seriez d'accord en tant que syndicat, qu'ils embauchent au-delà de 50 ans, et vous ne répondez pas. Ils en embauchent, oui. Monsieur de Closette, attention, c'est le contraire. À la SNCF, on diminue les effectifs, on n'embauche pas. Ça, c'est la réalité. Alors, et oui, à l'EDF, on n'embauche pas beaucoup de gens. C'est faux de dire qu'on a embauché personne à l'EDF ou la SNCF ou au PTT depuis 10 ans sous prétexte qu'on réduit les effectifs. C'est complètement faux. On embauche des milliers, des dizaines de milliers de gens dans l'ensemble de ces secteurs avec une clause absolue, moins de 30 ans, moins de 35 ans, moins de 40 ans. Vous, le syndicat, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse sauter ces clauses? Voilà la question. Écoutez, non, c'est un problème mal posé à mon avis. Vous voyez la SNCF, on ne va pas embaucher quelqu'un de plus de 50 ans pour conduire une locomotive. Non mais, je prends cet exemple-là. Vous parliez de la SNCF. Non, monsieur Fesch. Oui. On vous pose des questions. Vous parliez de la SNCF. À 50 ans, vous cessez de conduire. Mais maintenant, entre nous, c'est comme les conducteurs du métro. Vous n'allez pas me dire que c'est un travail pénible. Alors, ils sont accoudés sur leur métro en train de tenir leur poignet, c'est tout. Alors non, monsieur Fesch. Et on les met en retraite. Nous vous avons posé une question d'ordre général et vous répondez. Attendez, laissez parler, madame. Monsieur Flèche, pourquoi vous dites qu'au-dessus de 50 ans, on ne peut pas conduire une locomotive, admettons? Moi, je me sens capable, si on me l'offre, de conduire n'importe quoi, même une brouette, du moment qu'on le fait. Ah oui, je veux bien vous croire. Alors ça, faut pas nous... on n'est pas des incapables, hein. On n'est pas des incapables. Nous avons posé, figurez-vous, avant le début de cette émission, la question à notre échantillon. Vous savez qu'il y a 1 millier de minitélistes qui vont suivre cette émission en direct. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensent de ces clauses et s'ils ne pensent pas qu'il faut définitivement les supprimer. Alors, je vous donne les réponses. Estimez-vous normal que dans l'administration, les grands services publics, des règles interdisent l'embauche des personnes ayant dépassé un certain âge? Normal, 17%, anormal, 83%. Je voudrais soulever un dernier problème. Une des raisons qui fait que, de préférence, on licencie les gens qui ont plus de 50 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi, ça je vous pose la question à vous employeurs, le fait qu'en général, il y a une augmentation de salaire à l'ancienneté et qu'on se dit, après tout, je licencie un salarié de 55 ans, j'en prends un de 30 ans, ça me fait 10-15% de salaire en moins. Alors, je vous pose la question, partenaires sociaux, est-ce qu'il faut maintenir telle quelle l'augmentation du salaire à l'ancienneté ou est-ce que vous voudriez en rediscuter? Nous savons tous que le salaire à l'ancienneté était fait en effet quand il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour rendre les gens fidèles. Le salaire à l'ancienneté est devenu aujourd'hui une incitation au licenciement en première instance des gens qui ont l'ancienneté. Mais quand il y a une ancienneté de 15, 20 ou 25 ans, il est plus économique pour une entreprise telle que fonctionnent les grilles de salaire de se séparer d'un travailleur de 55 ans pour le remplacer par un jeune par un SIVN ou un jeune de 20 ans. Non, j'assume ma logique puisque le représentant du CNPF ne me paraît pas le faire. Donc je le fais plus clairement. Pourquoi voulez-vous supprimer, par exemple, pour un salarié de ma boîte qui a 15 ans d'ancienneté, donc 15% en plus sur son salaire, et qui gagne en tout à peine 5 000 francs par mois?
Alors, je dis, mais il a sa prime d'ancienneté, il a 15%. Mais moi, je m'étonne. Monsieur, vous seriez payé, je ne connais pas votre entreprise, mais je peux vous dire une chose, vous seriez payé le même prix qu'un salarié de 35 ans. Alors vous me direz, on déplace le malheur sur autrui. C'est pas vous qui serez renvoyé, c'est lui. Parce que vous, pour le même prix, vous lui donnez l'expérience en plus. Mais non, je dis que c'est... Là, vous déplacez, vous prétextez. Ah ben oui, mais oui. Je crois que dès lors qu'il existe quelque chose qui peut être de nature à inciter au licenciement des travailleurs les plus anciens dans une entreprise, alors là, il faut revoir les choses. Je le dis, parce qu'il faut le faire. Mais parce que revoir la rémunération à l'ancienneté ne veut pas dire que globalement, sur la durée de leur carrière, les salariés gagneront moins. On peut répartir le salaire autrement. Effectivement, mais on ne peut pas aller simplement sur une chose aussi rapide que M. Minck. Je retiens que vous, syndicats, patronat, eh bien, vous allez négocier pour voir si ces clauses d'augmentation de salaire à l'ancienneté ne jouent pas bien souvent le rôle de pouce au crime dans l'exclusion des plus de 50 ans. Et puis, je retiens aussi que ce racisme anti-quinquagénaire paraît enfin absurde aux employeurs et que peut-être il va régresser. Il n'empêche que c'est pas demain ni dans les années à venir qu'on va trouver et créer les 500 000 véritables emplois qu'attendent tous les chômeurs de plus de 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire puisque la société ne peut pas leur donner un véritable emploi? Alors, la première chose, ce serait qu'il y ait un minimum de solidarité garanti pour tous. Nous avons fait des propositions dans le cadre des discussions qui viennent d'avoir lieu pour assurer effectivement 2 950 francs à tous. 2 950 francs à tous. C'est-à-dire l'équivalent de l'allocation de fin de droit majorée pour au moins que les gens puissent, je dis pas vivre, mais survivre dans des conditions meilleures que celles qu'ils ont à l'heure actuelle pour beaucoup d'entre eux. Mais je sais bien, mais il y en a certains qui n'ont même pas ça. Il y en a 1 500 000 qui n'ont rien du tout. Alain Minck, économiquement, c'est possible? Je crois que c'est pas un problème, c'est pas une réponse économique, c'est une réponse en termes d'efforts collectifs. Pour donner 2 950 francs, c'est-à-dire très peu, une somme dérisoire pour vivre, il faut un effort de 20 à 25 milliards de francs. La question est de savoir si la solidarité française va au-delà et si nous sommes tous prêts à payer un peu plus d'impôts pour que ce revenu minimum soit plus élevé. Donc, c'est pas un problème de possibilité économique, c'est un problème d'effort et d'équité de la redistribution. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple que peut-être, pour faire plaisir à M. Guichard, on augmente la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Mais ça signifie aussi que le tiers de foyers français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, car une démagogie classique de tous les gouvernements est d'exonérer une partie des gens d'impôt sur le revenu, que ce tiers de foyers français supporte ce devoir minimum de citoyenneté qu'est l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, l'allocation minimum de subsistance, c'est la mesure de l'effort collectif qu'on est prêt à faire. C'est pas un problème de nature économique. Alors, ce que je retiens, c'est que de toute façon, il est clair que ça pourrait permettre de survivre, ça ne pourrait certainement pas permettre de vivre décemment. Donc, puisqu'on ne peut pas donner un emploi, il faut trouver un complément. Il faut trouver un revenu de complément, en plus de ça, pour ceux qui ne retrouveront pas vraiment un emploi. Et ça, c'est ce qu'essayent de faire aujourd'hui les associations intermédiaires. Essayer de trouver du travail, même si ce n'est pas un emploi, ne serait-ce que comme complément de revenu. Et voici un exemple sur ce qui se passe à l'association intermédiaire de Chartres. Radio Chartres, il est 9h, bonjour. Vous êtes en fin de droit, sans perdre vos allocations ACEDIC, vous pouvez travailler 77 heures par mois dans le cadre de l'association intermédiaire agréée par la préfecture. Accueil réinsertion emploi, bonjour. L'inactivité est le pire de tout. Or, le chômeur âgé de 50 ans qui se retrouve seul, il a besoin de venir chez nous, ne serait-ce que pour qu'on lui parle, pour qu'on l'aide. 2 heures de boulot, c'est mieux que 2 heures de dispo. Tout ce que tu peux me trouver dans n'importe quoi, je le fais. Le travail au noir, c'est un vol manifeste. Ils récupèrent de quoi vivre en ayant été volés et ils récupèrent aucune dignité parce que quand ils ont besoin de se faire soigner, ils n'ont pas de feuille de paye. Quand ils ont besoin
de demander un logement, ils n'ont aucune trace, ils n'ont plus de passé. Accueil réinsertion emploi, bonjour. Un plombier? Pour combien de temps? 1 heure? Oui, ça ferait 50 francs, charge patronale comprise. Quand le gars vient chez nous et qu'on lui donne une feuille de paye, même de 5, 10 heures, on s'aperçoit qu'ils ont un droit. Ils recouvrent des droits. On met un terme à une prostitution. Il y a des contacts qui se il y a des liens qui se tissent. On s'aperçoit que les gens, bien souvent, nous redisent, alors qu'on le croyait paumé, ce gars-là, on voudrait le revoir, il travaille bien, on a compris. Avec une feuille de paye, ils auront au moins démontré, ne serait-ce qu'à la NPE, qu'ils ont fait un effort pour rechercher du boulot. Le fait d'avoir travaillé dans une association intermédiaire leur démontre qu'ils ne sont pas restés au lit. La dignité d'une personne passe d'abord par un travail et par un travail avec une feuille de paye. Ces associations intermédiaires, elles ont été reconnues par la loi du 27 janvier 1987 et il faudrait maintenant qu'elles se développent. Jacques Vandenberg, vous connaissez le chômage, mais au lieu de baisser les bras, vous avez créé une association intermédiaire. Oui, effectivement, nous nous sommes rendus compte que le meilleur des services à rendre à un demandeur d'emploi était effectivement de le remettre au travail. Alors pour rompre ce phénomène du ghetto, nous avons créé Solidarité aux sans-emploi à Valenciennes et nous avons rapidement demandé à obtenir cet agrément qui nous permet d'embaucher des demandeurs d'emploi pour les mettre à la disposition des particuliers. Alors, je dirais que nous pouvons constater que le pari que nous avions pris, puisque c'était tout à fait l'inconnu, nous ignorions quel était l'état du marché, la mesure du gisement d'heures de travail que nous pouvions rencontrer, nous nous apercevons que nous avons eu raison jusque décembre, et en décembre, nous avons pu distribuer 1653 heures de travail. Les activités que nous pouvons donner, elles sont contingentées. Elles ne permettent pas aux travailleurs d'en vivre, parce que le volume de salaire qu'il nous est permis de distribuer peut à tout le mois atteindre environ 2400 francs par mois, ce qui est nettement insuffisant. Il y a actuellement en France des milliers et des centaines de milliers d'heures de travail qui se font et qui sont payées au noir. Tout le monde le sait. Est-ce que par l'intermédiaire de vos associations, on ne pourrait pas en quelque sorte récupérer ce travail au noir pour qu'il soit fait par des demandeurs d'emploi qui n'auraient, comme on l'a vu, qu'une allocation insuffisante de ressources? Alors, à la main. Je crois qu'en réalité, le problème aujourd'hui, l'urgence, c'est de blanchir le travail noir. Vous avez tout à l'heure dit, madame, nous avons tous un droit à un emploi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il n'y aura pas de droit à un emploi parce qu'il n'y aura pas assez d'emplois. Le problème, c'est de créer le droit à une activité. Et en fait, on ne recrée le droit à une activité qu'à travers des initiatives telles que les vôtres. Alors, une des formes, c'est le travail noir. On ne rendra le travail noir blanc qu'à partir du moment où on aura accepté pour certains petits travaux la défiscalisation. Et de ce point de vue, il faut bien voir que le travail noir, quand on veut le réprimer, c'est comme quand vous poussez quelque chose par la porte, il rentre par la fenêtre. Donc il vaut mieux l'accepter et le rendre transparent à travers la défiscalisation que nier un fait de société. Est-ce que, à l'heure actuelle, avec la loi de 87, vous estimez que vous pouvez en quelque sorte concurrencer les travailleurs au noir et faire en sorte que les gens s'adressent à vous plutôt qu'à eux? Autant on peut comprendre un demandeur d'emploi qui se livre à cette activité au noir, autant nous la réprouvons quand elle est pratiquée, et c'est bien souvent le cas, par des gens qui n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont un salaire, et parfois même 2 salaires dans la famille, dans le ménage. Bien. Alors, ce qu'il faudrait aussi savoir sur les associations intermédiaires, afin de permettre leur développement, il faudrait peut-être que les mesures qui ont été prises pour les inciter leur création, eh bien, soient revues et aillent plus loin, nous permettent de créer véritablement des postes de travail. Qu'est-ce que vous demandez à M. Séguin? Moi, je demande à M. Séguin, d'abord, c'est de revoir ce contingentement qui permet l'emploi des travailleurs intermédiaires, enfin des travailleurs que nous mettons à la disposition du public, dans une limite beaucoup plus large, tout en bénéficiant de la remise de cotisation. Que nous ayons aussi
des facilités pour créer des postes permanents. Parce qu'on nous accorde la possibilité d'embaucher des demandeurs d'emploi et pour les mettre à la disposition du public, mais si nous embauchons, nous créons des postes permanents, nous devons subir la totalité des cotisations, des charges. Et ceci est insupportable. Nous ne pouvons pas y faire face, nous sommes obligés de faire appel à un personnel qui manque de l'expérience qui serait nécessaire pour accueillir correctement, parce que nous voulons faire un accueil qui soit différent de celui de la NPE, qui soit personnalisé, qui prenne en compte les problèmes du demandeur d'emploi. Eh bien, nous ne pouvons pas le faire parce que les contraintes financières sont trop importantes. Monsieur Aglietta. Je crois qu'on peut même être plus ambitieux. Il faut peut-être voir les choses dans une perspective plus ambitieuse que simplement blanchir le travail au noir, qui est un défaut. Il existe des besoins non satisfaits en service dans notre société qui, pour une mauvaise organisation, ne sont pas satisfaits aujourd'hui et qui peuvent créer des emplois. On peut prendre plusieurs exemples, aussi bien du côté des services aux entreprises que du côté des services aux particuliers. Nous nous sommes posé la question, justement, de besoins non satisfaits. Nous avons pris un exemple concret. Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes villes de France, et notamment à Paris, aux heures de pointe, on manque de taxis. Alors que faire? Augmenter le nombre des taxis aux autres heures, déjà les taxis vivent mal. Ce ne serait pas une solution. Or, il y a tout de même des tas de chômeurs qui ont des automobiles qui, moyennant un petit examen, vérifiant qu'ils savent bien conduire et connaissent bien la ville, pourraient, uniquement aux heures de pointe, avoir le droit de se joindre à la flotte de taxis et de faire le taxi. Ce serait en somme des taxis à mi-temps, ça ne ferait de tort à personne. Alors, est-ce que c'est une proposition absurde? Pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à M. André Rousselet, le PDG de la G7. Écoutez sa réponse. C'est une idée utopique, mais il n'y a pas de progrès sans un peu d'utopie au départ. Cela veut dire qu'on peut imaginer les chômeurs de 50 ans au volant de leur véhicule pendant les horaires de pointe? On peut l'imaginer, à condition que préalablement on se soit attaqué à la réforme d'une profession qui est une profession actuellement sinistrée. Cette réforme préalable est en fait pourquoi, si des besoins apparaissent à certaines heures encore, ne pas faire appel à ces chômeurs de plus de 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous promettre de travailler sur cette idée? Je vous promets d'y réfléchir avec les professionnels, d'y réfléchir avec les pouvoirs publics, et pourquoi pas avec médiation. C'est un excellent sujet pour une émission que vous pourriez faire dans les mois qui viennent. Effectivement, il faut en discuter. Rien n'est jamais simple, mais n'empêche que c'est pas impossible. Dans combien d'autres secteurs ne pourrait-on pas également trouver du travail de complément pour si ça réussissait sans une sélection rigoureuse des créneaux, ça deviendrait une concurrence redoutable. Non, mais pour les entreprises normales, dont certaines feraient faillite et créeraient de nouveaux chômeurs. Non, on n'en est pas là. Non, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais quand je dis d'accord pour développer, c'est ça les précautions qu'il faut prendre. Il y a quand même des tas d'emplois. Le nettoyage des forêts ne se fait pas. Les forêts brûlent. Tout à fait, on va supprimer les emplois à l'Office national des forêts. Les rivières ne se nettoient plus. Il y a des emplois nouveaux à réinventer. Le tourisme social, on va bientôt finir d'aller se balader en Espagne. On pourrait inventer des circuits de tourisme en utilisant la France. On n'est pas foutu de trouver des gens pour tondre des golfs. On crée des golfs à une cadence infernale et on fait venir des tondeurs de pelouse d'Angleterre. Monsieur Guichard. On s'aperçoit que plus les formats typiques d'emploi se développent et plus le chômage augmente. Alors il ne s'agit pas pour moi effectivement de condamner ceux qui sont contraints d'accepter ces types d'activités. Cela étant, on se rend compte qu'effectivement ça n'améliore pas l'emploi dans le pays, même si ça permet effectivement de donner quelques heures par-ci par-là. Si c'était des mesures d'accompagnement à une politique active de l'emploi, je crois que ça pourrait être possible. Mais dans le stade actuel, je dirais que c'est le contraire, puisque ça va contre une politique de l'emploi. On est bien d'accord, c'est pas pour créer des emplois, c'est pour permettre de vivre aux gens dont on sait qu'ils n'en auront pas. Mais monsieur... Les mains est embauché définitif. On a quand même des résultats. Mais je suis d'accord avec vous, je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... Il vaut mieux arrêter de faire du nombrilisme et commencer de se prendre par la main. Mais je ne fais pas du nombrilisme, monsieur, et je dis qu'effectivement, dans la mesure où ça permet d'améliorer la situation d'un certain nombre de personnes, c'est effectivement quelque chose qui est bénéfique. Cela étant, c'est pas comme ça qu'on résoudra les problèmes, mais je voudrais dire quand même, par rapport à un discours qu'on tient de plus en plus, Monsieur Minck a dit le plein emploi, c'est fini. Effectivement, le plein emploi, c'est pas pour demain, en fonction de la situation. Mais quand même... Moi, je voudrais qu'on regarde sur un certain nombre de choses. Quand on nous dit on ne peut pas redévelopper l'emploi productif dans ce pays,
il y a quand même des secteurs essentiels pour l'activité économique de notre pays, où effectivement nous sommes en train d'importer des produits, non pas des pays en voie de développement, mais des principaux pays économiques, que ce soit les États-Unis, la RFA ou le Japon. Donc on a peut-être quand même, y compris une responsabilité, je dirais, du gouvernement, d'avoir une véritable politique économique pour relancer l'activité dans notre pays. Monsieur Guichard, c'est le problème général du chômage, il est tout à fait réel. Nous sommes convenus de ne pas l'aborder ce soir, mais d'être spécifiquement sur ce problème. Donc nous avons vu, premièrement, moindre assise pour que parmi les emplois disponibles, il y en ait à nouveau parmi les chômeurs, pour les chômeurs de plus de 50 ans. Deuxièmement, un minimum de ressources pour tous. Et troisièmement, du travail de complément, puisqu'on sait de toute façon qu'on ne va pas créer 500 000 emplois dans les 5 années à venir, et que si on en crée 500 000, il ne serait pas pour les chômeurs de plus de 50 ans. Mais en remarquant, M. de Closette, que par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure sur la question des primes d'ancienneté, une des principales raisons qui fait... Non, mais je ne reviens pas sur la prime d'ancienneté. Une des principales raisons qui fait que les gens de plus de 50 ans sont licenciés, c'est pas la prime d'ancienneté, c'est parce qu'il y a eu toutes les mesures d'incitation fiscale et sociale pour embaucher effectivement les jeunes de moins de 25 ans, qui a fait que ça a conduit à virer des gens de plus de 50 ans pour embaucher des jeunes, des SIVP dans les entreprises. C'est ça le fond du débat. Or, à partir de là, moi je veux bien qu'effectivement, comment on va solutionner ça? Alors maintenant, nous avons vu quelques propositions. Eh bien, il faut savoir ce qu'en pense et ce que veut faire effectivement M. Séguin. Bonsoir. Premier point, Monsieur le Ministre, persuader les employeurs de ne plus exclure systématiquement les travailleurs de plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors écoutez, nous avons pour l'ensemble des chômeurs de longue durée, parce que s'agissant de ces personnes de plus de 50 ans, il s'agit souvent de chômeurs de longue durée, nous avons conduit une action pour inciter les entreprises à les réembaucher, soit en leur donnant d'abord une formation, parce que souvent il y a eu rupture dans la carrière des personnes concernées, éloignement de la vie professionnelle, et il faut leur réinculquer un certain nombre de notions, soit tout simplement pour aider à leur embauche. C'est ce qu'on appelle les stages de réinsertion en alternance, les contrats de réinsertion en alternance. Eh bien, je suis décidé, compte tenu notamment du regain d'actualité que votre émission donne à ce problème qui est réel, et dont je reprends toute la mesure, je suis décidé à réserver une part des stages de réinsertion et des contrats de réinsertion en alternance aux personnes âgées de plus de 50 ans. Deuxième point, je sais, ce n'est pas votre compétence ministérielle. Disons qu'à travers vous, c'est au gouvernement que je m'adresse, les limites d'âge dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, le secteur public, c'est quelque chose de vaste. Il y a l'État, il y a les entreprises publiques qui ont leurs règles. Pensez par exemple aux conducteurs d'automotifs qui prennent leur retraite à 50 ans, donc il est difficile d'embaucher au même âge. Il y a aussi les collectivités locales. Au niveau des collectivités locales, ça se passe plutôt bien. Il y a un problème sûrement au niveau de l'État. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que la carrière chez nous est considérée un peu comme l'entrée dans les ordres. On entre en fonction publique et puis on prend sa retraite en étant toujours dans la fonction publique. Alors il faut des souplesses dans l'intérêt des plus de 50 ans, mais dans l'intérêt aussi de l'administration. Les souplesses, elles peuvent être contractuelles. Ça n'est pas du tout le chemin qu'on avait pris ces derniers temps. Il faut continuer, on a déjà commencé à le faire, à multiplier les possibilités de contrats avec des personnes âgées de plus de 45-50 ans. La remise en cause des primes d'ancienneté sur le salaire, ça vous paraît une bonne chose? C'est une affaire qui est typiquement de la compétence des partenaires sociaux. Je les ai bien entendus il y a un instant. Ils ont l'air prêts, tous ou pratiquement, à en discuter. Je leur souhaite bon vent. Avec votre bénédiction, s'ils arrivent à un accord, quel que soit cet accord, il aura ma bénédiction. Le minimum garanti pour tous. Le problème, il est le suivant. Est-ce qu'il suffit de donner aux personnes qui étaient rassemblées tout à l'heure, est-ce qu'il suffit de leur donner les moyens de la subsistance? Vous me direz, ça serait déjà pas mal, certes. Mais le travail, ça a été dit également tout à l'heure, c'est pas seulement un critère de distribution du revenu, c'est aussi un facteur de dignité par rapport à soi-même, de dignité par rapport aux autres, sa famille, son environnement. Bon, alors moi, ce pourquoi je suis, c'est pour une activité minimum garantie. C'est-à-dire non pas demander en contrepartie d'un revenu minimum d'une activité, non pas en contrepartie, mais en plus. Nous avons commencé à prendre la route vers l'activité minimum garantie, avec les programmes d'insertion locale, par exemple, qui d'ailleurs, depuis maintenant 24 heures, sont étendus aux allocataires de fin de droit, alors qu'ils étaient jusqu'ici réservés aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité. Mais on a une certaine réticence
de la part des collectivités, des associations, des organismes d'accueil, parce qu'il s'agit parfois de personnes qui sont en difficulté lourde. Et on se dit, ah, mais vous n'auriez pas quelqu'un de mieux, de plus jeune, le cas échéant, ça ferait mieux l'affaire. Or, il faut absolument que chacun se convainque de la nécessité, pour en finir avec la pauvreté, la précarité, le chômage de longue durée, de faire un geste d'accueil en faveur de ce million ou de ce million et demi de personnes qui sont en difficulté. L'idée de reprendre, si je puis dire, le travail au noir pour le confier de préférence à des chômeurs, est-ce que c'est une idée qui vous séduit? Ah, qui m'a déjà séduit. Et on a commencé. On a commencé peut-être timidement, mais compte tenu des résultats, il faut continuer. Monsieur Vandenberg, vous demandez d'aller plus loin. Absolument, Monsieur Vandenberg pourrait vous l'expliquer. La personne qui va travailler dans le cadre de l'association intermédiaire, elle va être exonérée totalement de charges sociales. C'est dire que le prix de son travail va être attractif. Des associations intermédiaires, on les a lancées il y a maintenant 6 mois, il y en a aujourd'hui 500, comme celle de Chartres. Demain, il en faut 3000 ou 3500. Il en faudrait une par canton dans ce pays. Ça commencerait à devenir significatif. Deuxième exemple, un des intervenants parlait des problèmes de défiscalisation pour rendre plus attractif le retour au travail non noir. Bien. Nous avons commencé, c'était en avril dernier, en ciblant, c'était peut-être trop timide de notre part, en ciblant sur les personnes handicapées et sur les personnes âgées de plus de 70 ans. On leur a dit, désormais, si vous embauchez quelqu'un à domicile, vous aurez la possibilité d'une déduction fiscale à concurrence de 10 000 francs par rapport à ce que vous versez à la personne que vous employez, et d'autre part, vous serez exonéré totalement de charges sociales. Nous avons créé en 6 mois 20 000 emplois nets. Donc vous irez plus loin dans d'autres secteurs. Alors, il faudra probablement aller plus loin. Comment y aller? À mon sens, mais l'opinion publique elle-même y est-elle prête? La meilleure façon de procéder, ça serait demain, s'agissant de l'emploi à domicile, de dire que l'argent qu'on verse à quelqu'un qui vient vous aider à domicile est déductible de vos impôts. C'est une mesure simple, et ça, du jour au lendemain, le travail noir n'a plus aucun intérêt. Et maintenant, je m'adresse à l'échantillon d'un millier de minitélistes qui, avec vous, suit en direct cette émission. Je lui demande de répondre aux questions qui s'affichent sur son petit écran. Et puis, je voudrais vous parler une seconde de nos prochaines émissions. Donc, l'émission du mois prochain sera consacrée aux victimes de l'État. Alors, vous tous qui avez pu être victimes d'une erreur judiciaire, d'une bavure médicale, d'un accident, d'une faute de l'administration, etc., qui avez eu du mal à vous faire indemniser, adressez-nous vos témoignages. Je vous donne l'adresse de médiation. Elle s'inscrit maintenant, la voilà, Médiation TF1, 17 rue de l'Arrivée, 75 015, Paris. Et puis le mois suivant, nous parlerons de la violence dans le sport. Et là aussi, je fais appel à ceux d'entre vous qui ont été victimes, qui ont été témoins de cette violence, soit en tant que joueur, soit en tant que spectateur. Adressez-vous à nous pour participer à cette émission. Il ne s'agit pas de condamner le sport. À Médiation, nous aimons le sport, nous le pratiquons, et c'est pourquoi nous sommes contre la violence dans le sport. Nous voulons trouver des solutions pour réduire cette violence. Et maintenant, je vous demande, nous allons nous quitter, mais juste un instant, car c'est en direct dans le journal de Joseph Pauly que je vous donnerai les réponses aux 3 questions qui ont été posées à notre échantillon minitéliste. Alors, bonsoir, mais à tout de suite, nous vous donnons ces réponses.
Robert Paulson.